Ligne droite, émission spéciale. Un an après le pire massacre de son histoire, ce sont les mots du journal Le Monde. Israël commémore malgré l'ampleur des divisions, des fractures au sein même de son pays, des divisions politiques bien sûr liées à la gestion de ce conflit et aux divers tournants pris ces derniers mois par le Premier ministre Benyamin Netanyahou. En attendant, place à la mémoire donc de ces 1200 victimes du terrorisme islamiste. Pierre Martinet, vous êtes notre invité, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien sous-officier instructeur parachutiste, ancien agent du service action de la DGSE. L'État d'Israël s'apprête donc à commémorer cette triste anniversaire pour l'État hébreu. Dans quelles conditions ça va se passer? Quels sont même peut-être les risques de telles commémorations? Alors, les commémorations, malheureusement, j'ai envie de dire qu'on en a un peu l'habitude maintenant, dans pas mal de pays. En France, en Israël, il est normal de commémorer, il est normal de perdurer ce triste souvenir de façon à ce que ça ne se reproduise plus. Et depuis un an, Israël fait en sorte que ça ne se reproduise plus. Bien que une certaine partie de la communauté internationale tire à boulet rouge sur cet État qui, pour moi, fait notre job aussi, parce que faut pas considérer que c'est uniquement un conflit territorial, c'est un conflit religieux, je pense, avant tout, c'est un conflit civilisationnel. Et il est important aujourd'hui de se réunir, de commémorer et surtout de se projeter dans l'avenir, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est me projeter dans l'avenir. Et enfin, pour répondre à votre deuxième question, je ne pense pas qu'il y ait forcément de risques, parce qu'en général, vous avez vu, je crois qu'on a déjà fait on avait fait une émission là-dessus, les Jeux Olympiques se sont bien passés. Oui. Parce que quand on fait de tels événements, il y a une bulle sécuritaire qui est très importante. Et c'est très difficile de pouvoir s'infiltrer et commettre un attentat sur le lieu de l'événement. Donc dans ces conditions. Dans ces conditions. Donc je ne pense pas Il peut y avoir des débordements, il peut y avoir quelques actions ponctuelles, mais vraiment, je ne pense pas qu'il y ait d'autres... Après, il peut y avoir des tirs de roquettes, ça ne les empêche pas, ou de tirs de missiles, ça ne les empêche pas non plus. Alors Pierre Martinet, cette attaque avait bien sûr suscité l'émoi le 7 octobre 2023 du monde entier quasiment. Mais depuis, certains pays se sont désolidarisés, vous l'avez dit, certains tirent à boulet rouge sur l'État d'Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le fait que des États se désolidarisent et n'apportent plus forcément leur soutien officiel, en tout cas à l'État hébreu? Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a une première raison, c'est que même si demain Israël s'attaquait à l'État islamique, ce qu'il en reste territorialement, même s'il s'attaquait à d'autres groupes terroristes, on trouverait quand même à en redire. Parce que c'est l'État d'Israël. Et je pense que ça, c'est un phénomène qui devrait tous nous interroger, devrait tous nous faire prendre conscience qu'il y a quand même, de par le monde, une partie de ces pays qui sont vraiment anti-Israël, anti-juifs, et peut-être encore plus. Il y a une autre raison, je pense, surtout en Europe, c'est que, et encore plus en France, c'est encore plus flagrant en France, parce que notre président le démontre depuis un an, puisqu'il n'a pas participé à cette marche contre l'antisémitisme. Et le fait qu'il ne participe pas à cette marche contre l'antisémitisme nous démontre à quel point il a peur des représailles, pas des représailles, mais des répercussions dans les rues françaises, des possibles heurts intercommunautaires. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle depuis pas mal de temps. Et ça a changé en France parce qu'on est en train de ressembler. Les manifestations sont en train de ressembler à celles qu'on a pu voir depuis un an, par exemple en Grande-Bretagne ou en Allemagne, où on appelle ouvertement à l'intifada, où il y a des drapeaux du Hamas. On est loin de l'État palestinien, là. Je pense qu'on est très, très loin de l'État palestinien, parce que le Hamas ne se fiche totalement de l'État palestinien. Ce qu'ils veulent, c'est uniquement détruire Israël. Le Hezbollah, pareil, et tous les groupes islamistes autour, c'est exactement la même chose. Donc on est vraiment dans une période très particulière. Moi, je pense que c'est une période charnière, notamment en Europe, sur l'état d'islamisation de nos sociétés, et ça devrait nous faire vraiment réagir, et on devrait vraiment prendre conscience qu'on est en train de tendre vers une nouvelle ère, en fait, et les gens sont décomplexés avec ça. On a vu encore récemment, ce week-end, je crois,
l'appel au soulèvement dans la rue de Paris, Oui. Sciences Po. Oui. Non, on a l'impression d'être dans des rues à Bagdad ou ailleurs. Enfin, je pense que là, on devrait prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors on va parler du choc des civilisations justement, puis de l'islamisation de nos sociétés. Pour revenir à ce qui oppose aujourd'hui certains États occidentaux à Benyamin Netanyahou en particulier, parce qu'il y a aussi un aspect politique peut-être. Ce qui justifie peut-être ça, est-ce que c'est pas aussi une espèce de... Benyamin Netanyahou est en roue libre. Est-ce qu'il n'y a pas eu des excès? Est-ce qu'on ne peut pas reprocher quand même au Premier ministre israélien d'avoir peut-être mal ciblé certains points qu'il souhaitait détruire, d'avoir fait quand même beaucoup de victimes civiles? Alors effectivement, si on le prend uniquement par le prisme des victimes civiles, on pourrait dire c'est peut-être pour éliminer 2 terroristes, il va en tuer, Ouais. il y aura 20 ou 30 ou 50 ou 100 civils de tués. Effectivement, là, on pourrait s'émouvoir et se dire que pourquoi au XXIe siècle, on n'arrive pas à tuer un par un, sans dégâts collatéraux, c'est impossible. Parce qu'ils sont capables de le faire. Alors, ils sont capables de le faire dans chirurgicales, certaines circonstances, dans un bâtiment ciblé, avec du renseignement particulier. Il faut bien se mettre... moi, j'ai vécu une guerre très, très marquante, c'est à Beyrouth. C'est une guerre qui se passait essentiellement en ville. C'est un conflit urbain. Et c'est très compliqué comment dirais-je, d'éliminer quelqu'un sans avoir des dommages collatéraux, surtout si on bombarde. Quand le débarquement a eu lieu en 1944, le 6 juin 1944, combien de victimes civiles les bombardements ont causé pour un Allemand? C'est exactement le même ratio, peut-être plus encore, parce que ça, c'était des bombardements à l'aveugle. C'est très compliqué de dire que... Enfin, déjà, tous ceux qui parlent de guerre sur un plateau de télévision, qui n'ont jamais mis les pieds sur un théâtre de guerre, c'est très facile de dire non, on peut tuer des ennemis sans tuer des civils. On peut le faire dans certaines conditions, pour des missions bien particulières. Mais alors, effectivement, on pourrait dire qu'il est en roue libre et il tire sur tout ce qui bouge. En revanche, il est attaqué de toutes parts. Israël est attaqué de toutes parts. Même du Yémen, qui est loin d'Israël. L'Iran, le Yémen, tous les groupes islamistes. Donc, il y a des fronts de part et d'autre de l'État d'Israël, et c'est très compliqué aujourd'hui de tuer un par un chaque terroriste, parce que faut pas oublier que Gaza, c'est le repère du Hamas, et le Hamas est dans la population de Gaza, et le Hamas prend la population de Gaza comme bouclier humain, et je pense que il faut pas inverser les rôles. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est Israël qui agresse depuis un an, en fait. Et la première agression, elle est violente. Ça a été un choc mondial. C'est l'équivalent d'un 11 septembre, mais de façon beaucoup plus violente, parce que là, c'était à bout touchant, c'était à bout portant. C'était des gens qui étaient égorgés, qui étaient brûlés vifs. Ce n'est pas 2 avions ou 4 avions qui vont dans des tours ou dans un état-major. C'est vraiment différent. Et donc, la riposte, elle doit être violente. Et pourquoi elle doit être violente? Moi, j'analyse ça froidement. La riposte ne doit pas être proportionnée, c'est pas possible. Justement, j'allais vous dire, en fait... C'est pas possible. Ouais. On ne peut pas envoyer 500 personnes ou 1000 personnes des forces spéciales de Tsahal pour éliminer le Hamas dans des tunnels, dans des immeubles, dans des populations. C'est impossible. Donc, le seul but aujourd'hui, je pense, d'Israël, j'enlève toute la politique, les gens qui font des spéculations en disant que plus ça sera violent, plus il a des chances d'être réélu. En fait... Et puis de se protéger juridiquement, parce qu'on sait qu'à l'issue de cette guerre, en fait, Benyamin Netanyahou n'a plus de protection. Après, bon, là, on va vraiment sur d'autres. Pour l'instant, il n'a pas été mis au banc des accusés internationaux. Il y en a qui aimeraient bien, surtout en France. Mais pour l'instant, personne... il n'est pas poursuivi pour crime de guerre. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais je pense qu'on a commis une erreur. Pour moi, l'erreur que nous avons commise dès le départ, et je pensais qu'il allait le faire quand il a parlé de coalition internationale pour détruire le Hamas. Le Hamas est un groupe islamiste terroriste international. Donc, il faut comprendre que si on avait, dès le lendemain,
monter cette coalition dont M. Macron a parlé brièvement, parce que ça fait pchit, c'est mort dans l'œuf, eh bien peut-être que ça se serait réglé différemment. Avec le Hezbollah, c'est exactement la même chose. Voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'on aura encore l'occasion d'en parler. Alors après le 7 octobre, d'autres attaques ont été perpétrées au nom de la Palestine sur le continent européen, des attaques au couteau essentiellement. Est-ce qu'on a pris la mesure de ces répercussions ? Est-ce que d'une certaine façon, l'Europe, elle aussi, se trouve engagée dans une guerre qu'elle n'ose ni nommer ni mener ? Ça revient un peu à ce que vous disiez au départ. Israël fait le boulot que l'Europe ne fait pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, je travaille sur le sujet depuis de nombreuses années et j'ai travaillé sur ce sujet quand j'étais au service déjà et on travaillait sur les groupes islamistes en Europe. Et en 30 ans, ça a explosé. Il y a plus un ou deux groupes islamistes, il y en a des dizaines. Mais au-delà des groupes islamistes, on va dire des groupes islamistes armés, prêts à combattre, prêts à tuer, il y a un phénomène que les gens ne veulent pas voir parce que c'est un phénomène très particulier qui est difficile à stopper, difficile à combattre. C'est toute cette idéologie qui ambiante en Europe, cette idéologie qui arme aussi les terroristes. Et ce qui est le plus effrayant, c'est que on peut combattre. L'Occident combat la partie financière de ces groupes, la partie militaire de ces groupes. On arrive à les démanteler, les détruire, comme avec l'État islamique, comme avec le Hamas, qui est la partie militaire est a priori complètement détruite. Le Hezbollah, ça va être la même chose. Mais à aucun moment on se dit qu'il faut stopper cette idéologie qui n'a de cesse de progresser en Europe. Et depuis le 7 octobre, si on pouvait trouver un point positif, ça serait, entre guillemets, ça serait celui-ci. La photographie de l'Europe aujourd'hui, depuis le 7 octobre, elle montre à quel point l'idéologie islamiste a progressé dans nos sociétés européennes et à quel point on est incapable de la stopper. C'est-à-dire qu'on est coincé avec nos lois qui ne correspondent pas du tout à ce projet-là, avec les droits de l'homme qui ne correspondent pas du tout à ce projet-là. Et là, on est coincé parce que les gens progressent, appelés à l'intifada, les revendications religieuses du quotidien, toute cette comment dirais-je, cette progression idéologique, on n'arrive pas à la stopper. Alors qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, parce que j'allais vous dire, Pierre Martinez, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de retour possible où on peut encore stopper cette islamisation de l'Europe ? Alors, il y a deux solutions. Soit on se dit, dans 30 ou 40 ans ou 50 ans, l'Europe sera majoritairement, où il y aura une grande partie islamique en Europe, et comme certains le veulent, certains groupes islamistes le veulent, il y a une certaine charia, pas forcément la même que dans certains pays musulmans, mais que la loi coranique domine l'Europe. Soit on dit non, soit on dit stop, soit on dit non à toutes les revendications religieuses du quotidien, soit on admet qu'il y a un projet, parce que jusqu'à présent, je suis assez présent sur les médias, les réseaux, et dans certaines sphère sociale de la société française, à aucun moment j'ai entendu un homme politique ou un représentant parler d'un projet islamiste. Personne n'ose le dire. Dès l'instant qui existe de fait. Qui existe de fait. Donc la première des choses, c'est d'admettre qu'il y a un projet islamiste, d'admettre que les frères musulmans sont les acteurs principaux de ce projet islamiste, le salafisme. Si on commence à toucher à ce pan-là, si on commence à refuser les revendications religieuses du quotidien, si on décide de remettre cette religion dans la sphère du privé comme toutes les autres religions, eh bien peut-être qu'il y aura des répercussions dans les rues, peut-être que certaines personnes vont se servir de ça pour se victimiser encore plus, qui est une arme, la victimisation, qui est une stratégie des frères musulmans. Donc ça engendrerait peut-être des heurts intercommunautaires. Et ça, il n'y a aucun politique qui est prêt à comment dirais-je, à l'affronter, à l'admettre. À l'admettre et à l'assumer surtout. Ouais. Mais justement, parce que c'est reculer pour mieux sauter, en fait. Vous avez fait partie de la DGSE, donc vous avez vu certaines choses quand même aussi de l'intérieur. Ce qui bloque ce combat contre l'islamisation, ce sont vraiment de la volonté politique, des décisions politiques. C'est uniquement ça. Uniquement parce que je me souviens les réflexions qu'on se faisait à Londres autour de la mosquée de Finsbury à la fin des années 90. Moi, je me disais, mais pourquoi on les laisse faire ? Mais c'était déjà très impressionnant. Et j'ai vécu à Londres là, récemment, pendant 5 ans.
mais c'est puissance 10 ou 20. Donc, on n'a pas la volonté de dire non. On n'a pas la volonté de leur dire, écoutez, toutes les religions ont leur place en Europe ou en France. Cependant, c'est dans la sphère du privé. Elle ne doit pas déborder. Et dès l'instant où cette religion, où l'islam devient revendicatif, c'est de l'islamisme. Et il y a, pour reprendre un imam, on lui a posé la question, est-ce que l'islam est compatible avec la République française? Et il a répondu, l'islam avec un grand I, non. Oui, donc ça veut déjà tout dire. Voilà. Pierre Martinet, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, Emmanuel Macron s'est prononcé en faveur de l'arrêt de livraison d'armes à Israël, en rappelant quand même que la France ne livre de toute façon aucune arme à l'État hébreu. Donc on se demande pourquoi il a fait cette déclaration. Benyamin Netanyahou lui a répondu en invoquant la honte. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il fait cette déclaration, et qui plus est à la veille du 7 octobre? C'est une faute diplomatique? C'est quoi? Sachant que ça a été félicité par le Qatar. Voilà. Quelques heures après. Alors, je pense que vous avez la réponse à votre question. Donc, le Qatar, pour moi, c'est un État terroriste qui joue... Le Qatar est un État terroriste? Le Qatar est un État terroriste. Intellectuellement, c'est un État terroriste qui a décidé de beaucoup de choses depuis quelques années, notamment la guerre en Libye. Sans le Qatar, il n'y aurait pas eu de guerre en Libye. Il n'y aurait pas eu d'intervention. Et le Qatar, c'est un État qui héberge les frères musulmans, qui héberge les responsables du... oui, c'est dans ce sens, oui, effectivement. Qui héberge les responsables du Hamas, qui devraient être éliminés même sur le sol du Qatar. Donc, le président Macron a fait cette déclaration, si je ne me trompe pas, au sommet de la francophonie, je crois. Oui. Et il y a beaucoup de pays pendant ce sommet qui sont anti-israéliens. Je comprends... Le président Macron, depuis le 7 octobre, fait que du en même temps. Le président Macron devrait aussi parler de la livraison d'armes de l'Iran au Hamas, de la livraison d'armes de la France au Qatar, et beaucoup de pays qui sont, comment dirais-je, à la pointe de cet islam rigoriste et fondamentaliste sur la planète. Non, la France ne livre pas d'armes à Israël parce que Israël a plus d'armes que la France. Et pour la petite histoire, il y a beaucoup de systèmes de contre-mesures israéliens qui équipent certains avions français. Il y a beaucoup de Français qui partent en Israël pour avoir de la formation ou de l'information concernant une certaine sécurité. Donc, d'ailleurs, l'Élysée n'a pas fait un rétropédalage, mais pratiquement après. Ils se sont appelés hier. Donc, effectivement, on ne livre rien à Israël. C'est ça, ils ont justifié ensuite. On ne livre rien, quelques composants et encore. Oui. Israël a ses propres armes. Les États-Unis livrent beaucoup d'armes en Israël. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est au pied du mur. Soit on est avec Israël, soit on est contre Israël. Et je pense qu'il faut vraiment les aider à détruire ces groupes terroristes islamistes qui sont autour de ce pays. Il en va de notre sécurité aussi en Europe. Bien, écoutez, merci beaucoup Pierre Martinet. On vous réinvitera pour en parler parce que je pense que les événements vont se suivre de toute façon. Il y aura certainement beaucoup de choses à dire encore. Pierre Martinet, je rappelle que vous êtes ancien agent du service action de la DGSE, que vous êtes l'auteur de Pris en otage, un agent du service action raconte aux éditions Mareuil. Je me demande si vous n'allez pas sortir un nouveau livre. Là, j'ai vu passer quelque chose. Non? Oui, je suis en train de mettre... justement, je suis en train de poser les bases d'un futur ouvrage qui parlera uniquement du projet islamiste et surtout comment le stopper, avec des solutions, parce que depuis plusieurs années, on fait beaucoup de constats, mais peu de solutions sont proposées. Bah écoutez, on suivra ça avec grand intérêt. Merci beaucoup Pierre Martinet, à très bientôt sur notre antenne. Bonne journée. Bonne journée à vous.